comment concrètement tu peux ouvrir ton compte de courtage aux États-Unis, peu importe où tu vis dans le monde, même si tu n'as jamais investi auparavant, même si tu n'es pas américain, même si tu n'es pas riche. J'ai préparé ce guide pour toi et il parcourt exactement comment, depuis le website de Interactive Brokers, tu peux établir ton premier compte et commencer à investir depuis chez toi. Avant, je dois te dire ceci. Investir en bourse, c'est financer des entreprises réelles, des emplois, de la croissance et c'est un levier qui fait croître des économies. Donc, si ton pays a une bourse qui finance ses propres entreprises, ma première recommandation, ce serait d'y investir. Maintenant, si tu n'as pas accès à une bourse chez toi ou qu'elle n'offre pas les produits dont tu as besoin, en ce moment, le marché américain devient une alternative. Si tu es de la diaspora et que tu vis aux États-Unis, parce que tu payes les impôts ici, je pense que ça a du sens d'y investir aussi. Alors, on va couvrir deux réalités ici. Il y a pour ceux qui vivent hors des États-Unis, qui sont des non-US persons, et pour ceux qui habitent à l'intérieur des États-Unis. Donc, l'ouverture de compte ressemble, bon, on va dire à peu près à 90% se ressemble. Autre chose, est-ce que ton pays est d'abord couvert par Interactive Broker? C'est vrai que j'ai dit que Interactive Broker sert beaucoup de pays, mais pas tous les pays. Donc, sur le site de interactivebrokers.com, tu peux aller vérifier sur la liste des pays avec lesquels ils font des affaires, si ton pays fait partie. Si ça c'est vérifié et que ton pays est listé, tu peux revenir sur cette vidéo et continuer. Pour ne pas perdre ton temps, il y a 4 choses que tu dois préparer. La première pièce, c'est ta pièce d'identité. Ça peut être un passeport ou une carte nationale d'identité qui est valide. Ensuite, il te faut un justificatif d'adresse, ce qui peut être une facture, un relevé ou un bail. Tu auras besoin d'avoir une boîte email fonctionnelle parce qu'on va vérifier ton compte tout de suite et tu auras besoin d'un smartphone à côté de toi pour recevoir des SMS et une vérification finale. Aucun montant minimum n'est imposé pour ouvrir le compte. L'ouverture se fait gratuitement. Je répète, aucun montant minimum n'est exigé pour ouvrir le compte. On ouvre le compte gratuitement. C'est après l'ouverture du compte que toi-même, tu vas l'approvisionner. Il faut qu'on soit bien clair. C'est qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors. Faites attention. L'ouverture du compte ne vous coûte absolument rien du tout. Maintenant, on continue. Il faut que tu ailles sur ce website www.interactivebrokers.com. OK? Et le processus est très simple. Depuis ton ordinateur, tu ouvres ton navigateur. Tu peux aller sur Incognito. Peu importe ton navigateur, ça peut être Chrome, Safari, Edge, Firefox, ça n'a pas d'importance. Ouvre juste une nouvelle fenêtre et dans l'onglet, tu vas taper l'adresse interactivebrokers.com. C'est cette adresse qui s'affiche ici, www.interactivebrokers.com. Ensuite, une fois que tu entres l'adresse, OK, ça va t'amener sur une page qui ressemble à ceci. Et sur cette page, tu vas avoir à créer un identifiant, un mot de passe, documenter ton email, ton numéro de téléphone et on va te montrer un formulaire que tu vas remplir. OK? Je veux que tu fasses attention ici. Donc, après Open Account, c'est-à-dire ouvrir le compte, tu vas le voir en anglais initialement, mais en partie haute et droite de la page, tu vas avoir l'onglet des langues. Tu cliques sur English et ça va te faire sortir, ça va dérouler un autre ruban dans lequel tu vas sélectionner ta langue ou la langue que tu parles. Là, on va sélectionner le français, ok? Et tout va initialement basculer en français. Donc, une fois que ça c'est fait, voici à quoi va ressembler la page. Ceci, c'est des screenshots d'un compte que je viens d'ouvrir. Et ce compte, c'est pour un citoyen burkinabé. Donc oui, on peut ouvrir à partir de l'Afrique. Évidemment, je ne l'ai pas fait en live parce que il y avait des données personnelles, donc il fallait que je termine l'ouverture du compte et que ensuite je brouille certains passages pour ne pas qu'on reconnaisse l'identité de la personne. Mais le processus est le même. J'ai capturé absolument tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer cette ouverture de compte. Donc, tu écris ton nom d'utilisateur. Ça peut être une combinaison de lettres et de chiffres. Ensuite, tu sélectionnes un mot de passe qui est assez fort. Ils ont des critères. Et lorsque les critères ne sont pas respectés, le password ne pourra pas être créé, c'est-à-dire le mot de passe. Ensuite, pays d'origine. Pour ce cas-ci, c'était Burkina Faso, comme vous l'avez vu. Le compte a été approuvé en moins de 6 heures. Je vais vous montrer aussi l'email d'approbation à la fin. Donc, une fois qu'on clique sur créer le compte, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un email et l'email va vous demander de confirmer le compte. Une fois que l'email est confirmé, vous allez revenir sur cette page et ceci est la première page que vous allez voir. Et on va vous demander ici de choisir le type de compte. Donc, il y a plusieurs types de comptes qui sont à votre disposition. Maintenant, je vais dire ceci. Certains des comptes que vous allez voir ne s'adressent pas à vous. Voilà, ça ne correspond pas à votre situation. Pour la plupart d'entre nous, ce sera compte individuel. Il y a compte retraite ou compte joint, mais on ne va pas s'intéresser à
ce genre de compte. Le compte retraite, c'est spécifiquement pour ceux qui vivent aux États-Unis. Le compte joint, c'est pour peut-être les époux ou voilà les couples mariés qui souhaitent investir ensemble. Donc, on va sélectionner compte individuel et ensuite, tu vas documenter ton nom légal, ok? Et là, je vais demander un peu plus d'attention ici parce que cette partie, c'est ce qui cause le plus de friction et c'est ce qui fait que les gens ont les 1000 problèmes pour ouvrir des comptes de courtage. Je vais vous expliquer ce qui fait la différence et pourquoi les systèmes souvent rejettent la manière dont nous écrivons les noms. Donc, lorsqu'on arrive à la vérification de l'identité, vous avez le nom légal, voilà, vous choisissez le titre, monsieur, madame, docteur, etc. Vous documentez votre prénom, votre deuxième prénom si vous en avez, et le nom de... Mais voilà ce qui est intéressant ici. Moi, quand je suis aux États-Unis, voilà, lorsqu'on demande mon nom et prénom, et je dois me présenter, je me présente en tant que Aziz Kouraogo. Mais la plupart des francophones se présenteront en tant que Kouraogo Aziz. C'est ce qui fait la différence. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ça apparaît complexe, mais si vous savez bien faire ça, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, à la vérification, il y a un système qui compare automatiquement ce formulaire à la photo de ta pièce. La moindre différence, prénom manquant, inversion ou orthographe, envoie ton dossier en revue manuelle. Et c'est ces revues manuelles qui causent le temps d'attente et les conversations à n'en pas finir. Le format anglophone met le prénom d'abord et le nom de famille à la fin. K1. La pièce dit Ouedraogo Jean. Ouedraogo Jean, ça c'est le format francophone. Donc le prénom c'est Jean, le nom de famille c'est Ouedraogo. Le K2. Si la pièce dit Ouedraogo Jean Émile Rachid. Le prénom ici, ce que vous devez mettre, ça va être d'abord Jean. Le deuxième prénom, ça va être Émile Rachid. Est-ce que vous comprenez? Le Émile Rachid vient comme un seul prénom. Si vous ne le mettez pas comme ça, le système va le rejeter. Donc, nom de famille, Ouedraogo, tous les prénoms de la pièce doivent apparaître. Ensuite, cas numéro 3, quand il faut les lier. Si le système s'auto-refuse l'un des prénoms intermédiaires, attachez-les sans espace. C'est-à-dire, ici, lorsqu'on a Émile Rachid, vous allez coller Émile et Rachid dans la partie qui dit deuxième prénom ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que la plupart des gens bloquent, sérieusement, cette partie. Ensuite, on va passer à ton adresse de résidence. Si tu connais ton adresse, tu saisis là, tu la saisis, ok? Si elle figure sur ton justificatif, c'est un peu plus simple. S'il n'y a pas de code postal chez toi, le champ aussi permet de ne pas nécessairement mettre un code postal. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas leur adresse, je vais vous montrer une astuce. Vous pouvez aller sur Google Maps. Lorsque vous arrivez sur Google Maps, vous activez la localisation et vous allez pouvoir voir sur la localisation, il y a un point bleu. Il y a un point bleu qui va apparaître. Et ce point bleu, ça va vous donner votre position géographique. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous appuyez sur ce point bleu pendant longtemps, voilà, ça va faire sortir votre adresse. Vous pouvez regarder là-bas et vous pouvez indiquer ça sur le formulaire. Donc ça, c'est une autre astuce pour ceux qui ne connaissent pas leur adresse et qui veulent utiliser Google Maps pour pouvoir se localiser. Donc, vous touchez sur le point bleu pendant longtemps et vous allez voir, ça va s'agrandir et ça va vous afficher votre adresse. Vous copiez cette adresse. Maintenant, la vérification d'adresse va se faire de façon électronique. Et là aussi, c'est très important de mentionner quelque chose. Vous allez être vérifié à partir de votre adresse, votre domicile ou votre lieu de travail si vous avez indiqué que vous êtes par exemple salarié ou entrepreneur. Donc, il va vous falloir aussi les données de votre employeur, son adresse et tout ce qui va avec. Parce que lorsqu'ils essaient de vérifier, ils se disent que bon, probablement, si tu n'es pas à la maison, tu seras chez ton employeur. Donc, c'est les deux endroits où ils peuvent essayer d'activer la vérification électronique. La vérification, elle est électronique. Je vais vous montrer un peu comment ça va se passer ici. Mais c'est ce qu'il faut retenir en tête. Donc, lorsqu'on va passer à la partie où on vérifie les cartes d'identité ou les passeports, il va vous falloir faire un scan virtuel. Et ce scan virtuel doit être fait à partir de l'adresse que vous avez indiquée sur ce formulaire. OK? Parce que si ce n'est pas le cas, la vérification ne va pas passer. Donc, les formules. Nous avons différents types de formules, dépendant de nos pays. Certains travaillent en commune ou département ou quartier, des choses de ce genre. Donc, si tu connais, par exemple, chez nous, c'était une histoire de secteur. OK? Notre formule locale, Burkina Faso, c'était secteur, ensuite quartier, plus lot de parcelles, si tu connais le lot de parcelles. C'est ce que tu mets en ligne 1, puis tu mets la ligne 2, et etc. Chez moi, quand j'ai mis, la localisation marchait très bien, donc ils ont pu trouver exactement mon adresse, et ça auto-populate. Auto-populate, ça veut dire, lorsque j'ai commencé à taper, ça a déjà proposé l'adresse complète, et j'ai juste cliqué dessus, ça remplit les champs automatiquement. Donc, voilà ce que vous devez avoir sur la partie qui dit adresse ligne 1 et adresse ligne 2, plus état et territoire, plus code postal. Et c'est comme je le dis, ce n'est pas partout qu'ils ont accès à des codes postaux. Si tu n'en as pas, tu peux le sauter. Tu vas juste indiquer que ça ne s'applique pas à ta situation. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important? Interactive Broker vérifie l'adresse par GPS à la fin du parcours, comme je l'ai indiqué. Donc, depuis ton domicile ou ton lieu de travail. L'adresse saisie ici doit être celle où tu seras physiquement à ce moment-là. La cohérence compte plus que la précision postale ici. Donc, trouve ton adresse avec Google Maps. Je t'ai déjà montré
comment ça se passe. Voilà, si tu agrandis, voilà un peu à quoi ça va ressembler si tu es par exemple à Ouagadougou. Et on va continuer. Ton numéro de téléphone. Parce qu'on a sélectionné Burkina Faso au début, on n'a plus besoin d'indiquer l'indicatif ici. On sélectionne juste le type de téléphone. Et ici, j'ai mis téléphone portable. Code pays est déjà sélectionné pour nous. BF Burkina Faso. Je clique sur suivant et je passe à la vérification. Donc, lorsque tu inities la vérification, on va juste faire sortir une case où tu tapes ton numéro sans l'indicatif, ok? Et tu cliques valider. Donc, la vérification va se faire. Tu vas recevoir un SMS avec un code qu'il va te falloir remettre sur place là-bas. Voilà pourquoi je dis, il te faut avoir le numéro de téléphone avec lequel tu t'enregistres. Tu dois l'avoir sur toi. Tu en auras besoin sur place. Donc, passons à l'étape suivante. À l'étape suivante, ici, on a la devise de base, ok? Je recommande de laisser ça en dollars si vous pouvez. Si vous êtes en Europe, vous pouvez peut-être sélectionner euro si ça vous convient. Mais pour la plupart d'entre nous, dollars, c'est déjà bon. Donc, une fois que la validation est effectuée, ceci sera la prochaine page que vous allez voir. Sélectionnez la devise. Une fois que la devise est sélectionnée, vous allez fournir, on va vous envoyer sur une page où vous allez fournir les informations concernant votre situation professionnelle. Donc, vous allez indiquer le secteur, l'employeur si vous en avez, ou si vous êtes auto-employé, vous allez sélectionner entrepreneur. Ensuite, donner l'adresse business. Donc, soyez exact et soyez honnête avec ça. Ça sert pour des vérifications réglementaires. Si les réponses ne sont pas cohérentes, on va vous demander des documents supplémentaires. Ça va alourdir la procédure. Donc, que tu sois salarié, entrepreneur, retraité ou femme au foyer, chaque situation a son parcours. Et même, vous allez aussi voir parmi les onglets, il y aura étudiant. Ce n'est pas parce que vous sélectionnez une catégorie par rapport à l'autre que ça va nécessairement vous disqualifier. Excusez le fait que je titube parce que mon français, il est en train de partir. Informations concernant votre emploi. Parce que j'ai sélectionné employé ici, on va me demander les informations concernant mon employeur. Donc, je vais indiquer le type d'activité, quel est mon poste, quel est mon titre, quel est le pays et quelle est la ville. Ok. Donc, tout ça, ça a été documenté directement. Territoire, ça a sélectionné où est pour moi quand j'ai mis l'adresse de la société. Donc, j'ai dû juste taper le nom de la société et immédiatement, ça a pu utiliser Google Maps et ça m'a montré directement l'adresse de la société et ça a auto-complété. Donc, lorsque vous cliquez sur suivant ici, on passe aux questions réglementaires. Maintenant, les questions réglementaires, ça c'est assez intéressant. On demande est-ce que toi ou un membre de ta famille direct, employé ou enregistré auprès d'un courtier, d'une bourse, d'une société financière. Ici, pour la plupart des gens, la réponse c'est non. Ces règles, ça existe pour prévenir des conflits d'intérêts, c'est ce qu'on appelle le délit d'initié. Ok? Donc, on veut votre réponse exacte ici. Si vous êtes dirigeant d'une compagnie ou que vous possédez une capacité décisionnelle au sein de cette compagnie, ça doit être signalé. On a besoin de votre transparence ici. Maintenant, la page suivante va vous demander l'origine du patrimoine. Je vais agrandir un peu ici. L'origine du patrimoine. Donc, ici, il n'y a pas chacun à sa situation. Ok? Ton revenu peut provenir d'un emploi, de tes salaires ou tes primes, d'un investissement, ou si tu es un trader, tu fais ça de façon, c'est ton boulot. Si tu gagnes de l'argent de ces placements, tu peux l'indiquer. Si c'est des intérêts et des dividendes sur des actifs que tu possèdes déjà, tu l'indiques. Si tu fais du cash dans l'immobilier, dans la gestion de propriété, tu peux l'indiquer ici aussi. Si c'est un héritage ou c'est un don, tu l'indiques. Ou si c'est ton conjoint qui, approvisionne le compte pour toi. Par exemple, si tu as un revenu du conjoint, tu peux le mettre aussi. Ce n'est pas parce que vous sélectionnez l'un par rapport à l'autre que ça va vous disqualifier. Chacun a sa situation personnelle. Il faut beaucoup d'éléments pour pouvoir pour pouvoir déterminer si vous constituez un bon profil ou pas. Donc, ne sentez pas que quelque chose est fait dans le but de vous écarter ici. Il n'en est rien. Ok? Donc, cette page, une fois qu'elle est cochée, vous cochez l'origine du revenu parce que souvent, on peut vous demander de vérifier. Si tu dis que tu es employé et que tu indiques que tu gagnes un salaire, on peut te demander tes bulletins de salaire ou bien on peut te demander ton relevé bancaire. C'est pour ces choses que ça existe, pour la transparence et aussi pour te protéger et protéger le courtier. Donc, coche toutes les parties ou catégories qui composent réellement ton patrimoine. Ici, on va parler du patrimoine net. Donc, il y a 3 champs, ok? Le revenu, le patrimoine net. On vous demande quel est votre revenu annuel. On va vous donner une fourchette. Si la fourchette s'applique à vous, vous sélectionnez la fourchette, ok? Et on vous demande aussi, c'est quoi la valeur de votre patrimoine. Donc, en fourchette, ça n'a pas besoin d'être un montant exact. Le revenu annuel net, c'est ce qui te reste sur une année après les impôts. Voilà. Le patrimoine net, par contre, c'est tout ce que tu possèdes, moins des dettes. Et le patrimoine net liquide, c'est la partie rapidement transformable en argent. Par exemple, un compte d'épargne, ok? Donc, quand on parle du patrimoine net, c'est tout ce que tu possèdes, moins tes dettes. Ça peut être des maisons, ça peut être des immeubles pour ceux qui en ont, ou ça peut même être des possessions comme des biens physiques, de l'or, des choses comme ça, ou un compte en banque ou un autre compte de courtage. C'est tout ce qui contribue, qui fait ton patrimoine à toi. Ensuite, lorsque c'est sélectionné, je vais vous donner les fourchettes ici. Voilà. J'ai donné un exemple concret, ok? Si tu as une parcelle estimée à 15
000 $, une moto à 1500, 2000 $ d'épargne, 3000 $ de dette. Le patrimoine net, c'est 15 500. Donc, le patrimoine net liquide ici, c'est 2000. Seule l'épargne est mobilisable rapidement. Donc, convertis tes montants en dollars approximativement, sans gonfler ni minimiser. Cette réponse détermine aussi ce que Interactive Broker t'autorisera à faire en termes d'accès à certains instruments versus les autres. Donc, des deux vérifications que tu dois effectuer avant de valider. Ton patrimoine net liquide ne peut pas dépasser ton patrimoine net. Et les chiffres anormalement élevés vont déclencher une demande de justificatif. Je répète, les chiffres anormalement élevés déclenchent une demande de justificatif. Tu indiques par exemple que tu es femme au foyer, que tu n'as pas de revenus et tu viens dire ici que tu as 100 000 $, on va te demander de vérifier. Même chose, si tu es étudiant, tu indiques que tu as 150 000 $ de patrimoine, tu vas justifier. Une fois qu'on finit ça, ils vont te demander tes objectifs d'investissement. Les objectifs d'investissement, ils en ont plusieurs catégories. Ça peut être la préservation du capital, la génération de revenus, la croissance, la couverture ou le bénéfice du trading actif ou spéculatif. Tu choisis tu sélectionnes le critère qui répond à tes objectifs. Sois juste honnête, dis-leur exactement ce que tu prévois faire parce que ça va déterminer le type de produit auquel tu as accès. Une fois que tu finis ça, voilà, tu vas sélectionner le type de compte. Ils ont deux types de comptes. Un compte avec une marge et un compte comptant. Pour la plupart, je ne vais même pas vous expliquer ce que c'est que la marge parce que c'est trop de, il y a beaucoup plus de règles et je ne veux pas qu'on rentre dans les histoires d'emprunt. Donc pour vous, ce sera comptant et vous allez sélectionner suivant. Donc une fois que vous sélectionnez type de compte comptant, vous cliquez sur suivant. Ça vous amène sur une nouvelle page qui est la sélection des produits. Pour la plupart d'entre vous, vous allez juste besoin des actions. Ok? S'il se trouve que tu es un investisseur sophistiqué et que tu comprends comment gérer ou trader certains autres produits, tu peux sélectionner ce qui correspond à ta personnalité. Ça ne va pas nécessairement te disqualifier. Vous allez voir ici que j'ai sélectionné actions, options et marché de prédiction. Mais à la fin, lorsque j'ai ouvert le compte, je n'ai pas été approuvé pour les marchés de prédiction. Ok? Parce que le profil que j'avais mis là-bas, ok, pour cette personne n'était pas assez expérimenté pour spéculer avec les options. Ok? Donc, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous donner accès à tout ça. Pour la plupart d'entre vous qui veulent faire de l'investissement, action seule suffit et vous sélectionnez suivant. Donc, vous pouvez voir que Interactive Broker offre beaucoup de choses. Des actions, options, marché de prédiction, obligations, produits ETP, fonds de placement en commun, options à court terme, contrats à terme, crypto-monnaie, etc. C'est comme je le dis, l'une des seules raisons qui doit vraiment vous pousser à venir sur le marché américain, c'est soit tu n'as pas de bourse chez toi, soit tu as besoin d'un de ces instruments sophistiqués que ton courtier sur place n'arrive pas à t'offrir. Il faut aussi indiquer quelque chose. Les autorisations sont réévaluées environ tous les 6 mois sur simple demande à mesure que ton expérience déclarée croît. Donc vous pouvez voir certains de ces produits ici qui ne vous sont pas disponibles aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas disponible à jamais. Peut-être dans 6 mois, si votre situation change, votre expérience s'accroît, vous pouvez redemander une reconsidération. Donc vous appelez le broker, ils vont vous faire signer une autre demande, ok, c'est électronique et ils vont réévaluer pour vous débloquer certains autres produits. Donc ça, c'est ce qu'il faut que vous gardez à l'esprit. Alors, deux formulaires dont on avait parlé, le W8PEN et le W9. On considère US person, c'est-à-dire les États-Unis considèrent US person, c'est-à-dire personne résidente aux États-Unis ou qualifiée pour résidence, quelqu'un qui détient une green card, quelqu'un qui est citoyen américain ou quelqu'un qui est un résident fiscal. Donc, la diaspora installée, par exemple, si vous êtes en Amérique du Nord, vous allez remplir ce qu'on appelle le W9. Le W9, c'est le W9 et ça va être un formulaire dans lequel vous renseignez votre numéro de sécurité sociale, your social security number, right? So you basically use the W9 with your social security number and then you sign the document. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui sont des non-US persons, pour les besoins de taxation, vous allez remplir ce qu'on appelle le W8BEN. C'était un formulaire assez compliqué avant, ils l'ont rendu entièrement électronique et je pense que c'était une idée de génie. Donc, il est entièrement électronique en ce moment, les deux d'ailleurs, et pour certains, vous n'aurez pas de numéro fiscal. Par exemple, si tu es une femme au foyer, tu es un étudiant ou simplement tu n'as jamais déclaré d'impôt, tu peux cocher l'option qui correspond à ta situation. Donc, je ne suis pas tenu d'en fournir si c'est ton cas. Ok? Je répète encore. Ils vont demander un numéro fiscal. Si tu es peut-être femme au foyer, étudiant ou simplement tu n'as jamais déclaré d'impôt, évidemment, tu n'auras rien à présenter. Donc, tu vas sélectionner je ne suis pas tenu d'en fournir. Ou bien, le pays n'en délivre pas. Il y a certains pays dans lesquels ce n'est juste pas, ce n'est juste pas une nécessité, ce n'est pas exigé. Donc, si tu payes déjà l'impôt et que tu as un numéro, voilà, tu peux documenter ce numéro à l'intérieur du formulaire. Il est important de
signifier pourquoi cela est demandé. Vous voyez, il y a une retenue sur les dividendes. Certains pays ont signé une convention fiscale avec les USA, ce qui leur permet d'éviter un prélèvement mandatoire de 30% que les États-Unis prennent sur les dividendes. Maintenant, lorsqu'il y a une convention fiscale, souvent ça descend jusqu'à 15%. Mais ce n'est pas tous les pays qui en ont signé. Parce que le Burkina Faso n'en a pas signé avec les États-Unis, j'ai sélectionné non pour mon cas. Et j'ai sélectionné suivant. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, c'est en ce moment que vous signez. Et la signature, elle est électronique. Donc, signature, vous tapez votre nom et votre prénom dans la case signature acceptée. Voilà, vous vérifiez que la date est la bonne date. Vous vérifiez l'intitulé du compte. OK. Signature acceptée. On va aussi imprimer votre nom. Assurez-vous que les noms, les prénoms, tout s'affiche correctement. Sélectionnez suivant. Et une fois que vous faites ça, vous allez maintenant soumettre la demande. Donc, après la soumission de la demande, voilà à quoi la page va ressembler. Ce sera une page de statut. OK. On va vous demander de procéder à l'identification, à la vérification d'identité. Donc, ici, ils disent clairement vérification d'identité et adresse à l'aide d'un smartphone, n'est-ce pas? Donc, sélectionnez requis. C'est comme je l'ai dit, l'ouverture du compte est gratuite. L'approvisionnement n'a pas besoin de se faire au moment de l'ouverture du compte. Vous pouvez ouvrir le compte et l'alimenter, voilà, l'approvisionner plus tard. Ce n'est pas une exigence de le faire sur place. Donc, même si tu te dis, OK, je ne suis pas prêt à investir aujourd'hui, mais je veux un compte en bonne et due forme pour que lorsque je suis prêt, je peux commencer les investissements. Tu peux déjà ouvrir le compte, t'assurer que toutes les démarches sont remplies et lorsque tu es prêt, tu peux venir l'approvisionner et commencer à faire tes achats. Donc, ici, on va oublier cette section. On va pas s'intéresser à ça. On va juste sélectionner requis pour commencer la vérification et on va sélectionner vérification d'identité. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Le reste, c'est sur le téléphone. Donc, tu vas préparer ta pièce d'identité et documenter les informations de ta pièce d'identité. Ici, pour le Burkina, type de document, j'avais sélectionné carte d'identité. Donc, je mets juste le numéro de la carte d'identité et je sélectionne poursuivre. Une fois que je vais cliquer sur poursuivre, à la prochaine page, vous allez voir qu'on va me proposer deux types de vérification. Une vérification simplifiée ou un chargement manuel des documents. Donc, le chargement manuel, c'est pour ceux qui ont des inconsistances dans les informations fournies sur cette plateforme et contre les documents qu'ils possèdent. Si les informations soumises sont exactes ici et en conformité avec le document que tu tiens en face de toi, tu peux demander une vérification simplifiée. Ils indiquent ici que ça a un temps de vérification plus rapide. OK? Ils vont vérifier l'exactitude de l'adresse et celles des informations se rapportant à l'identité. Donc, le processus est simple. Ils vont faire un selfie et une capture et un chargement de documents. Donc, le selfie, c'est votre selfie. La capture, ce sera la photo de votre pièce d'identité en avant et en arrière, ou bien le passeport avec la page de présentation, des trucs exacts de ce genre. Et ensuite, on va vous demander d'activer le GPS, d'activer la localisation pour pouvoir faire en sorte qu'ils font le matching de l'adresse que vous avez donnée plus haut. OK? Et la maison dans laquelle vous vous trouvez présentement ou le bureau ou l'employeur chez qui vous êtes. Donc, lorsque vous sélectionnez poursuivez, ce qui va se passer, vous allez voir un code QR qui va s'afficher, voilà, sur l'écran. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez prendre votre smartphone, vous rentrez sur photo, vous scannez ce code QR, vous avez besoin d'avoir accès à l'internet pour ça et ça va entamer la vérification. On va vous demander de placer votre visage dans un cercle et faire la vérification. Assurez-vous que là où vous prenez la photo de la carte d'identité ou de la pièce d'identité, que ce soit un endroit bien éclairé, que la photo soit bien claire. Ça aussi, ça peut causer des frictions souvent. Donc, une fois que tout est fait, OK? Ce qui va se passer, si la vérification est validée, vous allez voir un truc de ce genre avec un bouton vert qui va vous dire que c'est complété. Une fois que c'est complété, ce qui va se passer, c'est que peut se faire plus vite. La vérification peut se faire plus vite. Mon compte précédent, par exemple, il m'a pris beaucoup plus de temps pour le faire parce que j'avais fait quelques erreurs. Et ça, c'était à partir des USA. Mais ce compte, il est ouvert à partir pour citoyens burkinabés, mais il n'y a eu aucun problème. Donc, c'est ce que je dis. Tu peux être à Ouagadougou, tu peux ouvrir ton compte, il n'y a pas de problème. Tu peux être à Abidjan, tu peux ouvrir ton compte ici, il n'y a pas de problème. Ça marche de la même manière. Donc, l'approvisionnement. Là aussi, beaucoup se plaignent. La plupart essaient de faire des virements qu'on appelle wire. Les virements wire sont un peu complexes. Il faut que les données bancaires coïncident avec les informations de votre compte de courtage ici. Donc, Interactive Broker va vous donner des instructions. Ces instructions doivent être rapportées dans nos banques. Malheureusement, certaines de nos banques en Afrique, vous allez entrer dans certains départements où les gens même ont du mal à faire le setup du wire correctement. Donc, ça fait que souvent, on a les 1000 problèmes du monde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que
Wise, qui est une autre plateforme qui agit comme un portefeuille intermédiaire, existe dans presque tous les pays d'Afrique. Donc, vous pouvez ouvrir un compte avec Wise. Je vous montre. Donc, vous utilisez Wise. Vous ouvrez un compte avec Wise. C'est blanc et vert comme ça. OK? Ça va vous permettre de déposer des fonds sur Wise et Interactive Broker a un moyen de connecter avec la plateforme Wise. Donc, c'est ce qui va vous permettre de faire l'approvisionnement du compte. Maintenant, si vous vous trouvez en Amérique du Nord, il y a un procédé qu'on appelle ACH, Automated Clearing House, qui est une convention entre les différentes banques ici aux États-Unis. Ça veut dire que je peux rester avec Wells Fargo et transférer de l'argent directement sur mon compte de courtage. Voilà, ça prend juste 1 à 3 jours. Et je renseigne juste les données de mon compte bancaire. Donc, voilà comment ça se passe pour ceux qui vivent aux États-Unis. Si vous êtes en dehors des États-Unis, que vous êtes par exemple en Europe ou en Asie, vous pouvez faire un wire transfer ou, autre cas échéant, si vous êtes peut-être en Afrique, vous pouvez utiliser Wise. OK? Donc, lorsque vous allez cliquer sur la connexion, voilà, j'ai parlé du ACH, des délais. Et pour ceux qui sont en Afrique, c'est la même page toujours qu'on regarde. On va aller à la page suivante. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Une fois que vous allez sélectionner ici sur Wise, le bouton qui dit Go, ça va vous amener directement sur Wise, sur votre compte Wise. Vous allez entrer vos données identifiants et mot de passe et Wise va vous demander combien transférer sur Interactive Broker. C'est tout. Donc, voici expliqué étape par étape, page par page, clic par clic, le processus d'ouverture de compte. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer à investir. Vous pouvez le faire à partir de n'importe où. Ceci a été fait à partir de Waga. OK? Donc, maintenant que ça, c'est géré, voilà, le compte, c'est un outil. La vraie décision commence à partir de maintenant que le compte est ouvert. On parle maintenant de ta première position. Qu'est-ce que tu achètes? Comment tu l'achètes? OK? Pour quelles raisons on l'achète? On travaille exactement à répondre à ces questions dans ma communauté Investir en Bourse USA. On parle des marchés. On parle de l'interprétation des performances d'une entreprise. Je fais des questions directes, des questions-réponses chaque semaine. OK, où on a un workshop et je vous tiens par la main et je vous aide avec vos premiers pas en bourse. Donc, pour les gens qui sont intéressés à rejoindre une communauté de personnes qui sont aussi passionnés de la bourse et avec qui on discute, vous partez sur school.com/Calibre Capital ou www.investirenbourseUSA.com. Again, www.investirenbourseUSA.com. Merci.